Bonjour Luc. Bonjour, Alors, merci de nous recevoir au Théâtre Edgar. ça fait plaisir. Alors Luc, pour commencer cet entretien, est-ce que tu nous permets un retour dans le temps? Dans le futur? Dans Non, le retour futur dans le temps, passé, mais avec plaisir, bien dans sûr. les années 60 au Havre. Ouais. Alors, comment ça a démarré ta passion pour le théâtre? Alors dans les années 60, déjà je suis né en 63, donc on va dire dans les années 70, parce que en 63 je suis né à Sainte-Adresse, comme tous les gens de ma génération, puisqu'il n'y avait pas d'autre maternité. Hein. C'est pas du tout que j'étais un gosse de riche, au contraire. Mon papa était ouvrier de la presse, il était typographe correcteur au Havre Presse Havre Libre. Ma maman ne travaillait pas quand j'étais petit, puis quand j'étais adolescent, elle a repris, elle était prof de maths et de français. Et j'ai commencé, moi c'est vraiment une vocation, aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, je fais le pitre. J'ai commencé par faire des... J'étais un passionné de cirque, donc on habitait place de l'Hôtel de Ville, et les seules fois de ma vie où j'ai fait l'école buissonnière, c'est d'aller voir les cirques se monter sur la place qui est maintenant Oscar Niemeyer. Le cirque Sabine Rancy qui a disparu, le cirque Pinder, le cirque Jean Richard qui est maintenant ensemble, le cirque Bouglione. Et j'ai toujours adoré le spectacle, l'odeur du cirque, l'odeur de la sueur, de la piste. Et puis très vite j'ai fait des... Parce que je ne pouvais pas avoir de chien savant chez moi, ni de phoque, ni de lion. Donc j'ai fait des marionnettes. Mais j'avais quoi, 5 ans? J'ai toujours voulu faire ça. On m'a offert des boîte de magie à Noël. À l'époque, c'était Gérard Majax. Et donc, je faisais des tours de magie. Dès qu'il y avait une communion, un mariage, je montais sur les tables et je faisais un sketch. Et puis, j'ai écrit mon premier spectacle, j'avais 15 ans. J'étais à ce moment-là, est-ce que j'étais déjà François Ier? Non, je devais être à Raoul Dufy. Et puis, je suis rentré très rapidement, j'ai écrit des sketchs. J'ai fait la première partie de Roland McDan dans les Clecques à l'époque. C'était encore l'ère communiste. Donc, il y avait un centre de loisirs et d'échanges culturels par quartier. Et puis, Roland McDan, qui était connu parce qu'il avait fait Juin dans la rue, avec Fugain, il était dans la troupe à Fugain, est venu pour rôder son spectacle. Et Max Cerveau, qui était à la culture à l'époque, m'a appelé et me dit: Luc, il y a un Parisien qui vient rôder son one-man show, est-ce que tu voudrais faire sa première partie? Et tout a commencé comme ça. Oui, donc c'est Laurent McDan qui t'a un petit peu... Roland McDan a été mon premier contact professionnel parisien, et il m'a dit: toi tu feras quelque chose dans ce métier. Ça a rassuré mes parents. Mais il m'a dit: passe ton bac d'abord, ça a encore plus rassuré mes parents. Cela dit, j'ai eu mon bac à François Ier en 81. En mai 81, nous avions le au revoir du président de la République qui se lève, tu sais, très majestueusement de son fauteuil. Et Mitterrand est arrivé. C'était la première fois que je votais. Et c'était donc le 10 mai. Hein, et le 10 ou allez, 10 juin, j'avais mon bac, alors avec mention passable, et au second tour, en ballottage défavorable donc. Mais moi, le lendemain de mon bac, et c'est vrai, j'ai pris le train à la gare du Havre et j'ai pris un aller sans retour. Évidemment, je suis revenu voir mes parents souvent, mais je suis parti le lendemain de mon bac, puisque c'était le deal. J'étais à Paris, j'étais assistant de production, enfin j'ai fait plein de métiers dans le spectacle, mais j'ai attendu 83 pour passer une audition au point virgule et faire mon one-man show, qui a été un énorme succès. Moi, je craque, mes parents raquent, et qui a été le démarrage de tout pour moi: théâtre, doublage, cinéma, puisque j'ai fait Max Pécasse en 87, j'étais encore au Théâtre Edgar. Enfin voilà, ça a été le démarrage de tout. Bon, évidemment, on va parler du doublage. Comme Ouais. ça, j'imagine un tournant aussi dans ta carrière Ah oui, alors, professionnelle. doublage en 97 et on m'en parle tous les jours depuis. Mais c'était un tournant pour ta carrière professionnelle et personnelle aussi. Bien sûr, bien sûr. Juste un petit détail, Ahmet, avec 2T ou un T? Alors, Luc LUQ déjà. Oui, Alors ça, c'est parce que à la Mailleraie, au Havre, à l'école, tous mes copains me disaient: Luc, ça fait Q à l'envers. Voilà, bon. Donc j'en ai eu un peu ras-le-bol. Donc j'ai
quand il a fallu que je me trouve un nom de scène, je n'avais que 15 ans. Hein. Donc, j'ai pas mis de nom. Je me suis appelé Luc, mais Luc L-U-Q. J'ai été très, très influencé par Zouk. Alors, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent plus qui est Zouk, mais Zouk, ça a été une grande one-woman show que j'avais vue au théâtre de l'Hôtel de Ville et elle m'avait scié. C'était un univers extraordinaire, c'était fantastique ce qu'elle faisait. C'était plus un seul en scène qu'un one-man show d'ailleurs. Elle a raconté sa vie dans les hôpitaux parce que c'était une fille qui avait des problèmes psychiatriques et elle racontait autant les médecins que les infirmières que les malades. Et elle était fantastique et j'avais été très impressionné par elle. Tu vas où? Hein? Hein? Ah, tu vas à l'école? Et donc, Luc Zouk, j'avais mis un Q et ma première affiche, je tenais la queue du cul, j'avais Luc écrit ici et je tenais la queue du cul. Voilà. Et puis, en 2000, j'ai refait un one-man show au théâtre de 10 heures, j'avais pas encore le théâtre Edgar. Et j'en avais marre dans toutes les interviews, pas les Havrais bien sûr. Il me disait Luc Hamet. Bon. Mais ici à Paris, tout le monde disait Luc Hamet, sauf un ou deux qui de temps en temps disaient Luc Hamet. Donc, quand j'étais notamment très exposé à la télé, à France 2 et tout ça, je faisais plein d'interviews pour la presse. Alors la presse, l'orthographe, on s'en fout. Enfin, la prononciation, on s'en fout. Mais quand on est à la radio, quand le mec à Europe 1 te dit « Alors, nous recevons Luc Hamet », et puis que tu dis « Bah non, c'est Hamet », parce que tout le monde m'appelait Hamet, j'ai décidé de mettre 2 T. Pour prononcer, pour soigner la... Toujours Hamet. Voilà. Maintenant, c'est vrai que sur Internet, quand tu fais mon nom, tu as plein de trucs sur Luc Hamet, H-A-M-E-T, mais que les gens appelaient Hamet, et puis aussi plein de choses maintenant avec 2 T. On fait comme on veut. Mais un de mes fils, qui est ostréiculteur maintenant à Oléron, revendique le fait qu'il s'appelle Hamet. Donc moi, je respecte, parce qu'à l'école, tout le monde l'appelait Hamet, et lui, il disait ah, « Non, moi, je suis un Hamet ». Donc, ce sont les huîtres, je suis très fier de mon fils, ce sont les huîtres Hamet. Donc, tu vois, Hamet. Ça voyage et voilà. ça se... En tout cas, moi, c'est Hamet. Très bien. Bon, j'essaie de retenir ça jusqu'à la fin de l'entretien. Alors, justement, on parlait tout à l'heure du point virgule, de ce spectacle. Et donc, tu as eu l'occasion de rencontrer tes parrains du doublage. Est-ce que tu peux nous en parler de cette rencontre? Alors, Francis Lax, j'avais fait une pub avec lui à Europe 1. Bravo Kiki, tu es le Kiki de tous les Kiki. C'était la voix de Kiki, Francis, qui était là, dans les années 80, le singe Kiki qui met son pouce dans la bouche. Indémodable. C'était un truc de fou. Donc j'avais été pris pour faire un petit garçon qui était dans un spot publicitaire avec Kiki. Et j'ai rencontré Francis. Et il m'a fait, mais toi, tu fais des voix, c'est vachement intéressant, il n'y a pas de jeunes dans notre métier. J'avais 20 ans. Donc, je l'avais trouvé éminemment sympathique et j'avais gardé ses coordonnées. Et quand je suis passé au point virgule, je lui ai dit, mais Francis, je joue mon one-man show, je vais venir. Alors, il a mis certainement un petit temps, je me souviens plus. Il est venu et en sortant, il me dit, il faut que tu fasses du doublage, on a besoin de gens comme toi. Moi, je lui ai fait, mais comment on fait? On va s'en occuper. Donc, mais très rapidement, il avait pris mes coordonnées et il m'a appelé en me disant, écoute, tu vas faire la chose suivante. Tu m'appelles tous les soirs vers 19h et je te dis dans quel studio je suis le lendemain. Pour apprendre le doublage, il n'y a qu'une seule chose à faire, venir assister. Donc j'ai passé des journées entières sur ces plateaux. Donc j'ai connu Starsky et Hutch, j'ai même doublé dedans, mais je faisais le bartender, je faisais le barman, je faisais le young man, jeune homme 1, jeune homme 2, jeune homme 3. J'avais 3 répliques, mais j'étais... À ma gauche, il y avait Francis Lax, à ma droite, il y avait Jacques Balutin. Enfin, moi, je rêvais un rêve. J'étais dans un rêve total. Et donc, j'ai connu La Croisière s'amuse, j'ai fait tout ça. Mais avec des petits rôles, mais avec ces gens-là. Et donc, j'ai... Expérience incroyable. Voilà, j'ai connu tous ces gens-là qui étaient mais moi, au Havre, je ne voyais que de la version française. Je ne savais même pas que les Américains parlaient américain. Pour moi, James Bond, que j'allais voir avec mon père, boulevard de Strasbourg, il parlait français. Je ne pouvais pas imaginer, c'est idiot, je ne pouvais pas imaginer que les acteurs parlaient américain. Ça n'existait pas, la version originale en province.
à cette époque-là. Tu pouvais pas voir un film en anglais. Comment tu dis ça à des jeunes aujourd'hui, ils sont morts de rire. Maintenant, quand tu vois des trucs en multilingue. Tu vas sur une plateforme, tu as de l'espagnol, de l'italien, du serbo-croate, de l'anglais, du français. Ça n'existait pas. Donc, j'ai connu une époque totalement révolue, mais avec des gens qui avaient un talent fou, qui venaient du cinéma, qui venaient du théâtre, beaucoup de gens de théâtre. Tu vois, je te cite Micheline Dax, je te cite Gérard Hernandez, Marion Gamme, avec qui je travaillais quotidiennement. Marion, j'ai eu l'énorme privilège de monter sa dernière pièce, de la mettre en scène et de l'accompagner jusqu'au bout. Je suis pas là, je dis, j'attends personne. Il est pas là, il vous dit, il attend personne. Il n'est pas là tout court, il vous le dit pas puisqu'il est pas là. Non mais c'est ici qu'il faut faire payer les places. C'est pour zéro. Dis-lui qu'il y a une fuite énorme, faut pas qu'elle rentre tout de suite. On s'en fout, il y a une fuite énorme, faut pas qu'elle rentre tout de suite. Chez vous, il y a quelque chose qui fuit, hein, ça c'est ingéniable. Bien l'ascenseur. Soit c'est Louise, Soit c'est Molière. mais non. On a fait une tournée formidable dans le monde entier, dans la francophonie. On a été en Suisse, je l'ai même emmené. J'étais très fier. Je l'ai emmenée au Maroc. Elle a joué dans son pays natal puisque c'était une Marocaine. Elle était pied noir du Maroc et elle est rentrée au moment des événements et elle vivait à Casablanca. Donc on a fait les rues de Casablanca avec elle. Elle a retrouvé les endroits où elle avait été enfant. Enfin bon, bref. Et donc tous ces gens-là, je les ai connus. J'ai travaillé avec eux. Moi, j'avais 20 ans. Et c'est incroyable, c'est quand on regarde ta filmographie de doublage, bah, tu as fait tous les films, les meilleurs films des années 80. Je pense à Phantom of Paradise. Ah oui. Tu as doublé Michael Jackson. Bah, j'ai doublé Michael Jackson dans The Wiz, le film de Sidney Lumet. J'ai doublé Ralph Macchio dans Karate Kid 1, 2, 3, 4. Ah, pas bien étalé. Comment ça, pas bien étalé? Et d'abord, pourquoi vous m'avez pas dit que vous alliez à la pêche? Pas là quand je suis parti. Et qui vous a dit que ça m'aurait pas fait plaisir d'y aller? Entraînement en karaté. Quel karaté? Dites plutôt que vous avez fait de moi votre esclave, oui. On avait conclu un marché. Et alors? Alors, vous deviez m'enseigner et je devais apprendre. J'ai doublé Roger Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. À ta santé. Non merci, Eddie, je freine l'alcool. Bois ce verre. Mais je ne veux pas de ce verre. Il ne veut pas de ce verre. Il veut. Je veux pas. Tu veux. Je veux pas. Tu veux. Je veux pas. Tu veux. Je veux pas. Tu veux pas. Je veux. Tu veux pas. Je veux. Tu veux pas. Écoute, quand je dis je veux, ça veut dire je veux. J'ai doublé Mozart dans Amadeus, le fameux rire. Souvenir extraordinaire, j'avais 22 ans. J'avais même pas l'âge du comédien du film. Où me suis-je arrêté? Alla fin du ricordare, statuensi in Alors, partedes. le confutatis maledictis, confusion des méchants, flammis sacrébus. C'est des histoires complètement folles. Si j'ai fait Amadeus, c'est grâce à Ralph Macchio, à Karate Kid, puisque la directrice de plateau m'a casté et j'ai été choisi pour Ralph Macchio. Et on est devenus très amis. Et c'était Jacqueline Porel, une grande comédienne aussi, grande directrice de plateau de doublage, qui était déjà une dame âgée à l'époque. Et on est devenus très amis, on passait même des soirées ensemble, on dînait ensemble. Je venais la prendre à son appartement, puis on allait au restaurant en bas de son immeuble. On faisait plein de choses ensemble. Et j'étais assez solitaire, moi, à l'époque. Moi, j'étais un émigré à Paris. Moi, j'avais pas d'amis ici. J'arrivais du Havre. Je connaissais personne. Donc, petit à petit, je me suis fait des amis dans le métier. Et c'est compliqué d'avoir des amis dans le métier. Des gens d'une autre génération, en plus. Et moi, j'ai toujours été avec des gens plus âgés que moi. Même quand j'étais petit, j'étais avec des gens plus âgés que moi. Et moi je suis un cas un peu particulier. J'ai 2 frères, 2 sœurs. On était 5, mais moi, j'ai été fils unique, puisque mes frères et sœurs, quand j'avais 6 ans, étaient partis de la maison. Donc moi, l'âge du souvenir de la famille, je suis seul avec mes parents, je ne suis pas avec mes frères et sœurs. C'est très particulier. Donc j'avais très peu d'amis et j'étais qu'avec des gens plus âgés que moi.
Bon, bah, ça c'est l'histoire. Et donc j'ai rencontré, j'ai pas cité Roger Carrel, mais évidemment Roger Carrel, mon premier dessin animé, c'est pas avec Francis que je l'ai fait, c'est avec Roger. Sauf que Francis avait appelé Roger en disant, il y a mon petit protégé, avec toi demain, tu fais attention, hein. Donc j'ai eu mon Roger quand je suis arrivé qui m'a salué comme si on avait dîné ensemble la veille. Comment tu vas, mon petit poulet? J'étais son petit poulet, Roger. Il m'a pris par l'épaule, il me dit, bon, tu fais le petit chien, moi je fais la chèvre. Donc, tu vois, quand ça... j'ai dit, oui, j'ai appris avec Francis, mais t'inquiète, je te prends par l'épaule et quand c'est à toi de parler, je te tape. Donc, j'ai fait mes débuts de dessin animé avec Roger Carrel. Et puis, l'histoire a voulu que quand cette espèce de saloperie, de connerie, de rajeunissement, de jeunisme, tu sais, nous avons été atteints de jeunisme très rapidement dans les années 90, fin 90, il fallait rajeunir tout le monde. Et on m'a fait passer des essais sur Kermit la grenouille. Et c'est pas n'importe qui, c'est Jim Henson qui m'a fait passer. Moi, j'ai rencontré dans ma vie Jim Henson, qui est quand même le créateur du Muppet Show. Et moi, avant de faire cet essai, j'ai appelé Roger. Et j'ai dit, Roger, c'est épouvantable. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit poulet? Écoute, je viens d'être appelé pour faire des essais avec Jim Henson pour Kermit la grenouille. Est-ce que tu es au courant? Mais oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, la vie. Ça me ferait tellement plaisir que ce soit toi. Donc, passe les essais. Je n'aurais jamais passé les essais si Roger m'avait dit je suis très triste, je suis machin. Il me dit je m'en fous. Donc, j'ai passé les essais et j'ai été choisi. Et j'ai appelé le soir même Roger en lui disant « Roger, je suis choisi sur Kermit. Oh, tu peux pas savoir le plaisir que ça me fait. » Et j'ai eu l'impression que la boucle était bouclée, quoi. L'apprenti avec... parce que moi, c'était mes maîtres, Roger Carrel et Francis Lac, c'était mes maîtres de doublage. Et l'apprenti était arrivé au niveau des maîtres et c'était vécu de l'autre côté exactement de la même manière. C'était des gens extrêmement bienveillants, extrêmement intelligents, soyons clairs. Et puis surtout, ils avaient fait tellement de choses dans leur vie qu'ils étaient super heureux d'apporter ce qu'ils savaient. Transmettre. Exactement. Et ça a été des rencontres inoubliables dans ma vie. Et sur Kermit, c'était sur l'émission ou c'était sur les films? C'était sur les films, beaucoup de films, l'émission et surtout l'émission qui passait sur Canal+ à la place de Nulle part ailleurs, qui était l'émission phare, le 20h de Canal, quand ils partaient en vacances. Ah oui, l'été, ouais. C'était le Muppet Show. Et c'est parti pour le Muppet Show! On parle de doublage et étant havrais comme toi, je ne peux pas ne pas parler de Dominique Paturel, de JR. Alors mon Dominique, on s'est rencontrés plein de fois. J'ai fait des petits rôles sur Dallas à l'époque et puis je l'ai revu dans plein de choses. On a fait des films où on avait des rôles importants et lui et moi. Je les ai plus en mémoire, pardon. J'en ai fait pas mal et surtout à l'époque, on savait même pas ce qu'on doublait, donc on connaissait même pas le titre, donc c'est très compliqué pour moi. J'ai une page Wikipédia que j'ai toujours pas comprise. Je crois que je ne me souviens qu'un tiers des films sur cette page Wikipédia qui a été faite certainement par des gens très 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 documentés, parce que moi j'aurais été bien incapable de la faire cette page. Et donc oui, on s'est croisés plein de fois. À un moment, il a été question qu'ils reprennent la Maison de la Culture. Il m'en avait parlé, il avait été auditionné, puis finalement, c'est pas lui qui a été pris. On parlait fréquemment du Havre, et c'était un homme d'une classe folle. C'était un homme de théâtre exceptionnel. Je l'ai vu dans plein de pièces à Paris, et j'étais toujours invité. J'avais toujours un énorme plaisir à aller le voir. Il était délicieux, cet homme-là, absolument délicieux. C'était assez marrant parce qu'il avait un couple assez compliqué. Je pense que sa femme était très très jalouse et je me rappelle d'un souvenir, j'ai un souvenir, on enregistrait dans un studio avec Dominique. Il y avait Francis, il y avait tous les vieux cadors qui étaient là. Il y avait même Jacques Dinam, je crois. Je ne sais pas si tu te souviens de Jacques Dinam. C'était un second couteau dans plein de films, notamment avec De Funès et tout, qui était drôle et qui était la voix de Jerry Lewis.
Il était exceptionnel dans Jerry Lewis. Enfin bref, il y avait toute une bande de copains qu'il connaissait par cœur. Et à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable. Et la cabine dans tous les studios, dans la salle d'attente, à côté du studio d'enregistrement, il y avait une cabine téléphonique. Les comédiens appelaient leur répondeur en permanence pour savoir s'ils avaient du boulot le lendemain ou la semaine d'après. Et donc cette cabine, on ne savait même pas qu'elle pouvait sonner. Cette cabine sonne à 9h20. On commence toujours à 9h30 en doublage. Et là, tous, Francis, Jacques, on disent « Ah, c'est la femme de Dominique !» Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il y en a un qui décroche. Allô, oui? Commissariat du 16e. Alors, il faisait que des conneries tout le temps. Oui, non, il n'est pas encore là, mais on lui dit de t'appeler quand t'arrives. Paf, il raccroche. Qu'est-ce que je vous avais dit? Et quand Dominique est arrivé, tout le monde lui a dit « Non, c'est pas possible, elle a déjà appelé. » Et donc, il a rappelé sa femme pour dire qu'il était bien au studio et pas ailleurs. Voilà. Il y a un lapin qui te suit depuis Il est là. presque 35 ans. De vous en. Et du coup, bah, Roger, c'est mon ami Roger. Il est pas beau? Magnifique. il a vieilli. Écoute, tu as revu le film? Il y a pas si longtemps que Moi, je l'ai ça. revu il y a quoi, 3-4 ans. Ça vieillit pas. Hein. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Alors que c'est Là, même au niveau de la technique et tout la ça. Hein. technique, moi je parle de la technique. Exceptionnel. Et c'est mon vieil ami Marc de Georgie qui faisait le premier rôle masculin, puisque moi j'étais le premier rôle lapin, qui est décédé maintenant et qui faisait mon partenaire et qui était magnifique, et Christopher Lloyd, le juge de mort. Oui, c'est vrai. La trompette. Qui était oui. Doc, Doc. dans Retour vers le futur. Mon ami Pierre Athé qui est parti lui aussi. Et du coup, ce film-là, Roger Rabbit, ça t'a ouvert les portes de Disney? T'as eu l'occasion de faire d'autres J'ai films? fait d'autres Disney, j'ai fait l'Atlantide, le monde perdu, Oui, c'est vrai. Ce manuscrit est la clé qui nous ouvrira la route du continent perdu d'Atlantide. où c'était Michael J. Fox, et le dessin était inspiré du physique de Michael J. Fox, et c'est Michael J. Fox qui faisait la voix. Ça devait être en 2000, je pense. Mais Il y a eu Bernard Abankia au Pays des Kangourous, je crois. oui, alors j'ai fait quelque chose dedans. A priori, alors mes sources sont peut-être pas. J'ai fait un truc. Ah bah c'est possible, je m'en souviens plus. Ouais. Ah non, mais je me Mais souviens pas. le fait d'avoir fait Roger Rabbit, ça t'a pas propulsé dans cet ça m'a univers-là? propulsé. Alors, je faisais déjà beaucoup de doublage de dessins animés pour la télévision. J'en ai fait énormément. J'ai fait les Moomins. J'étais le petit Moomins qui parlait comme ça. J'ai fait James Bond Junior. J'ai fait Daffy Duck. le chat. Buster Bunny et Franklin Chenard qui parle comme ça. J'aime beaucoup l'argent. Nous avons aujourd'hui des dessins animés à en épater plus d'un, alors que le spectacle continue. Donc, qui étaient les neveux de Daffy dans l'histoire et de Bugs Bunny. Et je faisais déjà beaucoup de choses. Est-ce que ça m'a apporté? J'en faisais déjà plein. Et toute ta carrière sur France Télévisions, sur l'émission de Barbara. Alors, Hanna-Barbera, c'est on peut dire que c'est sûrement grâce à Roger Rabbit, parce qu'il y a eu j'ai eu beaucoup de, comme j'étais à la télé en même temps, j'avais beaucoup d'articles dans les journaux télé, dans les télé 7 jours, dans les trucs qui n'existent plus, enfin, les téléramas, non pas télérama, non, télérama. Dès qu'on fait rire, on fait de la merde. Non, je sais plus comment ça s'appelait, tous les trucs télé. Télépoche, Télé-Z. Ah bah, j'ai fait la couverture de Télé-Z, moi, en Père Noël, au moment de Noël. Et comme j'avais une émission de Hanna-Barbera Ding Dong qui cartonnait et que j'étais un dessin animé vivant dans cette émission, puisque sur une émission, je faisais 5-6 personnages, c'était sur Bleu Incruste, donc des fois j'étais à 2 ou à 3 dans l'image, je me parlais, j'avais un don d'ubiquité exceptionnel grâce à la technique. Et je faisais la grand-mère, le loup et le petit chaperon rouge. Alors je faisais les voix, j'étais déguisé. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais il nous faut continuer notre série de présentations à la manière de la météo. Alors, les vents du nord, les vents du sud. Le vent du nord sera très froid, viendra
du nord, voilà. Et le vent du sud sera très chaud, viendra du sud, là-haut. Voilà. C'était Il y avait extraordinaire. une énergie folle. Voilà, moi, des souvenirs que j'ai, c'était une énergie. Ah bah j'ai toujours eu cette énergie que j'ai toujours sur scène. Hein. C'est ma marque de fabrique. Hein. Moi je suis, je sais pas d'où je tiens mes 112 000 volts, mais peut-être gigawatts, peut-être des 2,21 gigawatts. Mais oui, si j'ai été casté par Christophe Izard parce qu'il avait fait déjà plein de gens, hein. Il avait casté énormément de comédiens pour présenter cette émission qui était 1 heure sur les studios Hanna-Barbera, donc les Pierres à Feu ou Alligator, Scooby-Doo, donc Scooby-Doo, Sammy, c'est Francis, Sammy. Au secours, Scooby-Doo, réponds à notre appel. Ça, c'était Francis. Il y avait, dans cette émission, il y avait les Pierres à Feu. Que j'ai doublé au cinéma. Ah oui, j'ai fait le film, Les Pierres à Feu. Je faisais Rick Moranis, que j'ai fait dans la folle histoire de l'espace, ouais. qui est un de mes films préférés, totalement dément. Il y a combien de trous du cul ici? Moi? Ah, et celui-là, je sais pas combien de fois je l'ai vu, mais extraordinaire. Un paquet de fois. Ouais. Bah, il y avait le meilleur de l'époque dans cette version française, comme dans Retour vers le futur. Attention, espèce d'idiot, j'ai dit devant le nez, pas en plein dedans. Désolé, Seigneur, je ne peux pas faire mieux. Qui a fait de lui un canonnier? Moi, Seigneur, c'est mon cousin. C'est qui? C'est un trou du cul, Seigneur. Et ça, je l'ai vu. C'est son nom que je demande. C'est son nom, Seigneur, trou du cul. Major, trou du cul. Et son cousin? C'est un trou du cul aussi, canonnier de première classe, Philippe, trou du cul. Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau? Ça, je le sentais, je suis entouré de trous du cul. Feu à volonté, bande de trous du cul! Si j'ai été casté par Christophe Izard pour présenter Hanna-Barbera Ding Dong, c'est parce que j'avais fait Roger Rabbit. Ça a duré combien de temps, cette période-là? On est resté 6 ans à l'antenne. Je ne sais pas combien de centaines d'émissions on a faites, parce qu'on en faisait... c'était tous les samedis, c'était rediffusé pendant les vacances scolaires, tout l'été, aux vacances de Pâques, aux vacances de Noël, aux vacances de février, c'était tous les jours. Et sinon, dans l'année, c'était tous les samedis. Et ça a été multi rediffusé. Et c'était des émissions d'1 heure qui cartonnaient. À l'époque, la championne de la jeunesse, évidemment, mais elle avait beaucoup plus d'heures que moi, c'était Dorothée sur TF1. Mais notre heure, parce que moi j'avais qu'1 heure, notre heure, régulièrement, on la battait sur notre heure. Ah ouais. On faisait 35% de part de marché sur Hanna-Barbera Ding Dong, alors que à l'époque, la moyenne de part de marché de France Télévisions, de France 2, pardon, c'était 22%. Donc nous, on était une émission, c'est pour ça qu'on est resté 6 ans. Oui, que ça a marqué toute une génération. Bien sûr. Pour un petit peu clôturer cette partie doublage, quel est toi ton regard? Tu as arrêté le doublage depuis quelques années, bien que tu continues à doubler Michael J. Fox. C'est le seul que je double. Et puis Brandon dans Beverly Hills, puisque j'ai fait Brandon dans la série Beverly Hills. Et je dirigeais. C'était la première fois. Je devais avoir 27 ans. J'ai été un des plus jeunes directeurs de plateau, directeur artistique, c'est-à-dire que TF1 a demandé à ce que je sois, que je dirige. C'était la première série d'ados en fait, hein, qui a existé, où on abordait vraiment des problèmes, la drogue, l'homosexualité. Enfin, c'est pas un problème d'être homosexuel, mais à l'époque on n'en parlait pas. C'est un sujet qui était c'était tabou. Les règles, enfin des vrais sujets de jeunes. Après toi. Surprise! Mais qu'est-ce que vous faites tous ici? C'est super! Attendez, on pourrait pas la refaire là, ça marchait pas. David, enfin, on peut pas lui refaire la surprise! Ils reviennent sur AB1 et ils se sont fait une nouvelle jeunesse. Après toi. Surprise! Beverly Hills en HD et en exclusivité, c'est à partir du lundi 8 décembre à 13h15 sur AB1. J'ai dit à Kelly qu'on envisageait de se voir seuls ici tous les deux.
Et ils ont voulu que ce soit un jeune qui dirige. Que t'as. Et donc j'ai été. Ouais, il y a eu une suite et t'as à nouveau doublé. Et j'ai fait tous les films aussi de Jason Priestley, puisqu'il s'appelle Jason Priestley. Bon, c'est pas l'acteur du siècle. Il est charmant, il est adorable. J'ai plaisir à le retrouver. Il a fait quelques petites séries sympas. Il n'a pas la filmographie de Michael J. Fox. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je l'ai encore doublé il n'y a pas longtemps, une série canadienne où il a les têtes de série. C'est un couple de détectives privés. C'est Private Eyes. C'est très sympa. Et on a fait 3 ou 4 saisons. Et j'ai plaisir à le retrouver. Mais on ne t'a pas demandé de doubler la suite de Karate Kid? La série Alors, on m'a demandé, mais le directeur de plateau qui m'a appelé était quelqu'un que je n'appréciais pas et qui m'a présenté les choses de telle manière que j'ai senti qu'il n'avait pas du tout envie que je le fasse. Et comme c'était ça impliquait de rester tout un été à Paris et que j'avais, moi, ma vie privée est aussi importante aujourd'hui que ma vie avec le théâtre. Voilà, professionnelle. Je me suis dit, non, je reste pas à Paris pour me faire chier avec un con. Donc, c'est trop important. Moi, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai conscience que je vais mourir un jour, contrairement à beaucoup de gens, et j'ai envie d'en profiter le maximum. Donc, j'ai décliné l'offre. D'accord. J'avais envie d'en parler. Bon. Là, c'est fait. C'est fait. Comme ça, c'est fait. Je ne connaissais pas la réponse. Hein. Voilà. Mais j'aurais apprécié que le comédien qui m'a remplacé me passe un petit coup de fil, parce que c'est quelqu'un que je connais très bien, et qui me dise, oh bah tiens, bon, j'ai même pas eu ça, mais c'est pas grave. Peut-être un dernier petit mot sur Retour vers le futur, parce que c'est ce qui voilà. On vient de fêter les 40 ans cette année, ouais. Et on a rempli 3 soirs, 2700 personnes au Grand Rex. C'est absolument une aventure hors du commun et fabuleuse. Et que tu ne pouvais pas imaginer au jour Impossible. Du premier film. On savait qu'on doublait un bon film, mais j'en ai doublé plein des bons films. Hey, pas si vite, mais de quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce qui nous arrive dans le futur? On va devenir des vieux cons ou quelque chose comme ça? Non, Marty, Jennifer et toi, vous êtes des gens très bien. Il s'agit de vos enfants. Il faut qu'on fasse quelque chose pour vos enfants. Hey, Doc, reculez, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Marty! T'as vu? Marty, je voulais te faire voir les pochettes d'allumettes que j'ai fait faire pour mon service d'entretien carrosserie. Une DeLorean volante? J'invite vraiment les gens à aller voir ta filmographie parce qu'il y a vraiment. On est doublé plein. Il était une fois en Amérique, il me semble. Il était une fois en Amérique, dirigé par Ennio Morricone. Ça, c'est la musique. Oui. C'est la musique. Comment il s'appelle Sergio Leone. Sergio Leone, dirigé par Sergio Leone. J'ai une petite anecdote, si tu as le temps. Oui, moi, je l'ai. Mais... Sur Sergio Leone. C'était avec Jacqueline Porel qui m'a dirigé et choisi sur Amadeus et sur Ralph Macchio, sur Karate Kid. Et je fais le petit gamin qui a un œil en moins. Oui. Et Sergio Leone m'avait choisi parce qu'il avait écouté les essais, il m'avait pris. Et donc c'est lui qui dirigeait avec Jacqueline. Mais il parlait très bien le français et il était sur le plateau. Et dans une scène, je bouffe des pâtes, évidemment. Catastrophe. Elles sont où les pâtes? Il est 14h30, la cantine est fermée. C'était un studio où il y avait une cantine très bien d'ailleurs. C'était SIS à La Garenne-Colombe. Très beau plateau de doublage. Et branle-bas de combat. Jacqueline va à la cantine, les cuisines étaient fermées. Elle va dans un restaurant qu'elle connaissait dans une rue adjacente. Là, on rallume les feux pour faire cuire des pâtes. Et j'ai enregistré la scène en mangeant des pâtes, parce qu'on a d'abord essayé avec des gâteaux, avec des barres, tu sais, des barres chocolatées, machin. Non, c'est pas des pâtes. Je ne sais pas ce que ça a changé. Tu sais que en doublage, quand tu manges tout en parlant,
Moi, je te fais, tu vois, je te parle en mangeant, par exemple. C'est pas un problème. Donc, tu peux le faire. Mais non, lui, il fallait que je mange des pâtes parce qu'il y avait des pâtes à l'image. Ouais. Ah, c'était rigolo. Ouais, donc des sacrées expériences. Des histoires comme ça, je peux t'en raconter plein. Donc là, Retour vers le futur, 40 ans. Alors, 40 ans pour le 85, pour le premier. Et puis, chose rigolote, c'est qu'on double le 2 et le 3 ensemble, car ils ont été tournés ensemble. Mais ils ne sortent, le 3 ne sort qu'un an après. Ouais. Mais nous, c'était un été, parce qu'il fallait faire la version française. À l'époque, les versions françaises sortaient au Canada, sauf qu'au Canada, la date de sortie du film au Canada était évidemment la date de sortie du film aux États-Unis. Il fallait qu'on soit prêt, donc on a doublé la version 2 et 3. Certaines scènes étaient en noir et blanc. Certaines scènes, on voyait des comédiens qui levaient la tête, qui faisaient comme ça. Il n'y avait pas encore les effets spéciaux. Il n'y avait pas la DeLorean qui s'envolait, parce que les effets spéciaux n'étaient pas terminés. C'était assez cocasse. Un petit mot sur ta carrière au cinéma. Alors, moi, d'ailleurs, je voulais aussi te demander, parce que d'où vient toute cette énergie? Est-ce que ça vient pas des clowns du cirque que tu as apprécié? Les gens comme De Funès ou Alors, De Funès, c'est mon idole. Ouais. Cette année, j'ai été jouer une semaine le coucou avec mes amis Gérard Vivès et Emmanuel Boidron dans un théâtre de 300 places à Nantes qui s'appelle, qui est un très 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 beau théâtre. Et le directeur du théâtre, ça s'appelle le Théâtre Beaulieu. Le directeur du théâtre me dit: Luc, est-ce que ça te plairait? Il me connaît un peu. Est-ce que ça te plairait d'aller sur la tombe de Funès? Alors moi, je suis pas du tout un mec cimetière, mais je lui ai dit: ah ouais, et c'est juste dans la banlieue de Nantes, hein, c'est au Cellier, ouais. C'est le château du Cellier, et nous avons été ensemble par un bel après-midi bien ensoleillé, bien froid. C'est en général comme ça, c'est quand tu vas au cimetière. Et on a été sur la tombe de Funès et on a été voir son château. Mon père m'a emmené voir tous les De Funès. Cette énergie m'a énormément inspiré pour faire de la scène. Je ne sais pas faire autrement. Moi, quand j'y vais, quoi. Moi, je monte sur un plateau, je joue ma vie. C'est ça, la comédie. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens qui travaillent à l'économie. Moi, je suis un rentre-dedans. Ah, moi, j'ai eu l'occasion de te voir dans une pièce de Feydeau et on ressent cette énergie. Voilà, moi, c'est ça. Ouais. Et puis Feydeau se joue comme ça. Ah, il a une maîtresse! Eh bien moi, j'ai un amant. Voilà. Et tenez, il l'embrasse, l'infidèle. Et tenez, voilà que maintenant, c'est elle qui lui rend ses baisers. Non. Si. Elle l'embrasse? Oui. Dites donc, vous avez vu l'heure? Pardonnez-moi, docteur. Du Châtel. C'est pas ici! Et sa femme qui est là. Alors, je voulais parler finalement de tes participations dans les films. Et le jour où je vais voir le placard, je dis: oh, il n'y a plus qu'à mettre. Ah, ça, c'est un très beau cadeau de la vie. J'ai rencontré Francis Weber qui trouvait personne pour faire ce rôle. C'est pourtant pas le rôle principal du film, mais il manque justement beaucoup d'énergie et il faut mettre ce préservatif géant sur la tête de Daniel Auteuil. Bref, nous avons un char dans la parade, décoré d'une grande banderole, avec un préservatif géant. Et j'ai pensé que ça vous ferait plaisir d'être sur le char, François. Moi. On vous a même fait faire un t-shirt. Et ce petit chapeau pour être tout à fait dans la note. Ça va? C'est la bonne taille? Il est pas beau comme ça? Et cette scène, on l'a fait en une journée entière de tournage pour faire ce... Ouais, parce qu'il faut savoir que Francis Weber, quand il dirige, il faut... 37 prises. Voilà. Et puis on met la caméra là, puis après on met la caméra là, puis après on met la caméra là, puis après on met la caméra là. Mais c'est formidable. Moi, je suis un artiste-interprète. Un artiste-interprète, il fait ce qu'on lui dit de faire et il le fait comme on veut qu'il fasse. Les gens qui ont critiqué, les comédiens qui ont dit que c'était très dur de travailler avec Francis Weber, moi, ça me fait doucement rigoler. C'est que simplement, ils n'étaient pas capables, me semble-t-il, de faire ce que Francis leur demande. Parce que Francis demande des choses très claires. Il faut simplement arriver à les faire. Et j'ai vécu des moments formidables parce que Daniel Auteuil est un comédien exceptionnel et un homme absolument délicieux.
la classe internationale. Monsieur Rochefort, n'en parlons même pas, nous prenions le thé ensemble parce que je suis Mr. T, mais il en était un autre, bien avant moi, c'était ses tasses de thé à 5 heures. Donc après le tournage, j'étais invité dans la loge de Rochefort pour parler cheval et thé, qu'il ne buvait qu'avec de la Volvic. Mon petit ami, moi, je ne fais le thé qu'à la Volvic. Voilà. Donc, il demandait à l'assistant d'aller lui acheter de la Volvic. C'était génial. Et c'est pareil. On discutait de tout avec ces gens-là. On discutait. Alors, ils avaient des choses bien plus intéressantes que moi à dire parce qu'eux, ils ont tourné avec le monde entier. Donc, et ils étaient contents qu'on leur pose des questions. Et Francis, il y avait une super ambiance sur son plateau de grand respect mutuel. Tout le monde était à sa place. Il n'y avait pas de vedette. Il y a, je pense, que sur des plateaux de gens comme ça. Francis, c'est quand même le master comédie, quoi. En plus, sur le placard, il y avait énormément de comédiens. Ouais, on a fait... Pardieu, les Pierre Lhermitte. C'est ça, il y avait que des... Voilà, et alors tous ces mecs-là, je faisais partie du staff de l'entreprise, puisque c'est une entreprise de fabrication de préservatifs, et nous sommes les cadres. Bon, et moi, je suis le commercial, je suis Moreau. Et c'est pour ça que j'ai cette idée géniale de faire défiler un des employés sur la Gay Pride. Bon. Et donc, entre nous, en dehors des prises, il y avait un jeu. C'est celui qui ferait le plus de prises. Et celui qui a gagné, c'est Depardieu. Parce que Depardieu faisait exprès de se crotter. Oui, bah ça... Comme d'habitude. J'imagine que oui. Francis n'était pas du tout. Je me rappellerai toujours d'un jour une scène où j'étais on était tous les deux sur l'écran, enfin à la caméra. Et Francis était assis sous la caméra. Il avait un petit siège comme ça, puis il était comme ça. Et en général, il disait son texte en même temps que toi. Il faisait. C'était assez étonnant. Et il était là. Et pendant la scène, c'était sur Tais-toi. Donc j'avais une scène avec... sur Tais-toi. Voilà, sur Tais-toi. J'avais la scène d'entrée du film avec Depardieu qui vient me braquer. Et moi, j'ai les mains en l'air et tout. Et tout d'un coup, pendant la prise, le téléphone sonne, c'est le portable de Depardieu. Oui, ma couille. Bon, alors... Et là, tout le monde s'arrête. Et Francis, moi je regarde Francis, et Francis me fait... Des fois, je ne reconnais pas mon texte. Je trouvais ça génial. Les mains en l'air, tout le monde, c'est hold up. Le fric, vite. C'est quoi ça? Des yens, monsieur. Je veux pas d'argent chinois, moi. C'est pas chinois, c'est japonais. Le taux est intéressant, regardez, vous... Rien à foutre, je veux des euros français. J'en avais tout à l'heure, mais les japonais m'ont tout pris. Ils vous ont braqué? Mais non, ils ont changé leur yen. Merde alors. Et où je peux les changer, moi, vos yens? Tu peux pas me les changer, toi? Moi, j'ai du sterling et du dollar canadien. Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte, bordel? Un bureau de change, monsieur. Ah, mais c'était un sacré personnage. Hein. Et si le cinéma, il y a eu le Boulet aussi, vraiment. Oui, le Boulet, je fais un passage, mais c'était super drôle, c'était avec Paul Vord. Ouais, c'est Vord drôle. Et Lanvin. Ouais. Et mais moi, j'étais avec Paul Vord. C'est moi qui l'emmène sur un... Ah oui. Ouais. Parce qu'il a bouffé il a bu de l'Ajax ou de je sais pas quoi. Un empoisonnement? Tentative de suicide. C'est son voisin qui l'a trouvé dans son garage. Il a avalé 4 litres de produit d'essai. Il a vomi? Il a pas fini. Eh ben, vous m'emmenez au bloc, lavage d'estomac. On fait une petite déprime? Non. Il revient de prison. Ah oui, d'accord, oui. Eh ben, on va lui faire un lavement de sa mère. Pitié, monsieur. Pas lavement, s'il vous plaît. Pas lavement. Il est sympa ce film aussi. Oui, il est marrant. Si cette carrière au cinéma, elle n'a pas pris une ampleur, c'est parce que c'est le théâtre qui a pris le dessus? Alors moi, j'ai toujours été théâtre. Même quand j'étais à la télévision à France 2, je faisais du théâtre. J'étais en tournée. Moi, ma marraine de tournée, c'est Marthe Mercadier qui m'a fait faire ma première comédie de boulevard en 87 avec Pierre Doris. Moi, j'adore le théâtre. Pour moi, c'est mon métier, c'est ma base. J'ai adoré travailler avec Francis Weber et quand Francis m'a dit « Luc, tu feras mon prochain film » et il a tenu parole, j'ai fait « Tais-toi », il m'a appelé lui en me disant « Luc, tu te rends compte, j'ai qu'une scène pour toi, je suis désolé ». Mais j'ai dit « Mais Francis,
tu plaisantes ou quoi, c'est un bonheur. D'abord, tu as tenu ta parole, ça me touche énormément. Et puis de travailler avec toi, mais ça n'a pas de prix. Enfin bref. Bon, bah écoute, ça n'a pas enchaîné derrière. Tu sais, ça m'a pas... Moi, j'ai travaillé tous les jours que Dieu ont fait depuis que j'ai quitté Le Havre. Je n'ai pas eu un jour sans travailler. Pas un seul jour. Donc, je bénis le ciel et ma carrière n'est pas finie et je continue et c'est comme ça. Donc, tu es revenu à tes enfin, tu es revenu, j'imagine que ça n'a jamais été très très loin. Donc, tu es revenu au théâtre. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire qui te lie au théâtre Edgar? Alors, pour te la faire rapide, j'ai monté une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Le Visiteur, avec Francis Lalanne. Et Éric Emmanuel ne voulait pas de Francis Lalanne dans le rôle de Dieu. Et moi, je trouvais que c'était une idée géniale. Francis est un mec très particulier, mais un merveilleux acteur. Et j'ai insisté, et son éditeur est venu à la lecture et a été conquis. Et il a dit, Francis, c'est formidable, Luc, tu as raison, j'appelle tout de suite Éric Emmanuel. Éric Emmanuel a accepté, je te la fais courte, on fait le spectacle en tournée, je produis et je monte je monte le spectacle avec Jean-Claude Drouot qui faisait le rôle de Freud. C'est une nuit pendant l'occupation allemande en Autriche. Freud rencontre Dieu qui arrive par la fenêtre. Et Dieu, c'était Francis Lalanne et Freud, c'était Jean-Claude Drouot. Et je monte ce spectacle et à Issy-les-Moulineaux, on passe en tournée. J'habite Issy-les-Moulineaux, j'invite Éric Emmanuel Schmitt à venir à Issy-les-Moulineaux, à la maison, et aller voir le spectacle ensemble. On est côte à côte. Et pendant la pièce, il se met à mon oreille et dit « Je n'ai jamais eu un Dieu comme ça. Je te remercie 1000 fois, Luc. » On va dîner après ensemble. Quelques mois se passent. Il achète le théâtre juste là, devant le théâtre Edgar. Il achète le théâtre Rive Gauche. Et en achetant le Rive Gauche, l'ex-propriétaire avait monté le café d'Edgar et le théâtre d'Edgar. Et après, il avait acheté un vieux cinéma porno dans la rue de la Gaîté et c'est devenu le théâtre Rive Gauche. Et tout ça était à lui. Donc quand il a acheté le Rive Gauche, il a acheté ça aussi. Et il s'est dit, je vais en faire un laboratoire pour le Rive Gauche. Puis il s'est aperçu que c'était déjà très compliqué de gérer un théâtre. Et il s'est dit, je vais vendre le café d'Edgar et le théâtre d'Edgar. Et il m'appelle en me disant, Luc, on veut vendre le café d'Edgar et le théâtre d'Edgar. Toi qui connais plein de monde dans le métier, est-ce que tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un? Et je m'entends répondre, moi, j'ai même pas réfléchi. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et ils m'ont dit, tous les deux, Éric et son compagnon, ils m'ont dit, mais oui, mais on n'y avait pas... Je veux dire, vous m'appelez, vous n'avez pas pensé? Mais non, mais c'est vrai que ça correspond parfaitement à tout ton parcours. C'est toujours été que de la comédie ici. Et moi, je l'ai monté d'un cran, c'est-à-dire que c'était du café-théâtre. Et moi, j'en ai fait un théâtre de comédie. Et chez moi, on sait qu'on vient se marrer. C'est du bon divertissement populaire, comme faisait Louis de Funès. Et j'ai un public extrêmement fidèle. Ça fait maintenant 10 ans que je suis ouvert. Alors, quels sont les artistes que tu as fait venir, Gilles? Oh là là, parmi les plus connus. Donc Marion Gamme, j'ai fait venir David Martin, le fils de Jacques Martin, il en est à 3 pièces, il joue actuellement. Papa s'incruste, une excellente pièce, il est très très bien, une très bonne comédie. J'ai eu Philippe Chevalier Las Palais, qui ont démarré ici. Qui ont démarré quand c'était un café-théâtre. Mais je les ai eus, moi. Philippe Chevalier, j'ai fait son one-man show ici. Qui j'ai eu encore... je vais certainement en oublier. J'ai eu plein de comédiens. Je monte entre 6 spectacles par an. Donc, j'en ai fait 60. Ouais. Ça fait venir aussi un autre Havrais,
Anthony Dupré. Ah bah Anthony, bien sûr, Anthony, il a créé, on la joue toujours la pièce tellement elle cartonne, il a créé La photo de mon pote, de Fabrice Dognaud. Parce que s'inscrire sur un site de rencontre en mettant le nom de son meilleur ami, c'est... Mais William, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour mettre mon nom... Ah putain, c'est moi. Ah bah ça va être compliqué là. C'est clair. Bien sûr, Anthony, plein de gens ont joué ici. Et la pièce dont tu es le plus fier, diriger ou jouer dedans? Diriger, j'ai adoré parce que c'est un peu en dehors de ce que j'ai l'habitude de faire. Le Schmilblick sur des textes de Pierre Dac, qui est une de mes idoles aussi, qui est un petit peu tombé en désuétude, mais qui est le champion de l'humour absurde. Ça n'a pas rencontré le succès que j'aurais aimé, ça a bien marché, mais ça n'a pas été un énorme succès. Et c'était un spectacle exceptionnel sur les textes de Pierre Dac. Est-ce que tu peux nous parler de la pièce dans laquelle tu joues et tu diriges, Le Coucou? Le Coucou, alors c'est une aventure merveilleuse. On est devenus, nous sommes un couple. On est 3 sur le plateau avec Gérard Vives, mon ami Gérard, et Emmanuel Boidron, avec qui j'ai déjà joué. J'ai mis en scène 4 fois et j'ai joué 2 fois. C'est une pièce qui a été d'ailleurs, qu'on a joué en direct sur Paris Première, qui continue à être jouée. Et nous en sommes à notre 2e année de tournée. Et on rencontre un succès assez complet partout. Et c'est une comédie très intéressante parce qu'elle a un côté un peu ésotérique. C'est un jeu d'identité. Quand le tonnerre retentit dans la salle, toutes les lumières vibrent et on change d'identité. C'est-à-dire que le personnage que je joue, qui est un petit expert comptable timide et effacé, est pris par la femme de son patron, puisqu'on est chez son patron, chez Gérard Vives, est pris par la femme de son patron pour son mari. Et Gérard, le patron, est pris pour le petit comptable effacé qui est un con. C'est un dîner de cons, mais qui va beaucoup plus loin dans la folie et dans le côté un peu ésotérique. Et ça marche du feu de Dieu et les gens se régalent. Tu crois que ça me fait plaisir de recevoir cet abruti à la maison? Pourquoi tu dis que c'est un abruti? Et parce que c'est un abruti. Et le pire, c'est qu'il y a des collègues qui trouvent qu'on se ressemble. Parce que c'est un abruti. Ah non, physiquement, on n'a rien à voir. Alors dites-moi, vous travaillez ensemble depuis longtemps? Ça fait 2 ans. Non, parce que mon mari ne me raconte jamais rien. Hein. Dès qu'il s'agit du boulot, il est très secret. Petite cachotine, va. Tu joues à quoi là? C'est moi. Qu'est-ce qui vous prend, monsieur Michelot? Bon, enfin, toi, tu dis rien? Mais si. Je suis pas Michelot. C'est lui, Michelot. Il faut absolument que je trouve une solution pour vous distinguer. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Comme ça, je suis sûre de vous reconnaître. Ah bah non, une chemise toute propre. Ah non, ne l'enlevez pas, sinon je ne pourrais pas vous reconnaître. Ah ouais, moi je veux pas rester avec du houmous sur ma chemise. Écoutez, Max est très jaloux. Et si je vous confonds encore une fois avec lui, il va s'énerver très très fort. Hein. Et je le connais, dans ces cas-là, il n'arrive plus à se contrôler. Ah bon? Michaud, qu'est-ce que vous avez là? Hein? Bah, vous avez une tache. 2 même. Non. Ah si. Ce qui est marrant, c'est que je crois dans les films de Weber, Pierre Richard, enfin les Perrins ou les Pignons sont souvent des comptables aussi. Tout à fait. Je te dis, ça commence vraiment comme un dîner de cons. Quelle est la programmation pour 2026 du théâtre? Alors 2026, ce soir, nous avons le démarrage de La Folle Cérémonie, qui est une pièce que j'ai vue. J'ai été le premier à la voir puisqu'ils l'ont faite devant moi. C'est une équipe que j'ai beaucoup aimée, de jeunes qui sortent du cours. Simon, qui sortait il y a 2 ans. Maintenant, ce sont des acteurs professionnels et qui ont fait déjà chez moi pendant 1 an et demi. On a essayé de monter Hamlet, qui est une folie douce. Ils ont un côté branquignol et c'est une cérémonie d'enterrement. Donc vous êtes accueillis dans le théâtre Edgar comme si vous étiez dans la salle où va avoir lieu l'enterrement. Vous avez des hommes costume cravate, gris noir, qui vous accueillent à la porte, qui indiquent vos places en disant nous allons démarrer dans pas longtemps. Enfin, une atmosphère il y a des fleurs partout sur scène. Et en fait, c'est une cérémonie mais totalement ratée.
parce que c'est le fils qui vient de reprendre l'affaire de son père, et il n'est pas du tout formé, et tout foire. Donc c'est très très drôle. Il y a ça, et puis la photo de mon pote qui continue, Papa s'incruste avec David Martin, qui va jusqu'en juin, qui a démarré le 10 novembre, et puis Couscous à l'Élysée qui fait un carton, qui va rester aussi un bon moment, qui est là déjà depuis avant les vacances. Tout Molière ou presque aussi, ça continue. Tout Molière ou presque, les samedis et dimanches à 15h, qui est un spectacle familial sur l'ensemble des œuvres de Molière. C'est super intéressant, c'est très drôle, c'est super bien monté. Préférence entre Feydeau et Molière? Ah, c'est pas la même chose. C'est deux classiques maintenant. Feydeau est plus contemporain, mais quand on l'adapte. Moi, les deux Feydeau que j'ai joués, c'est Monsieur Chasse, que j'ai appelé Qui va à la chasse perd sa place, et Le mariage de Barillon, que j'ai appelé Ciel ma belle-mère. Je ne pense pas qu'on puisse jouer aujourd'hui Feydeau tel qu'il est écrit, parce que quand même, 1890, c'est pas la même époque, et c'est souvent très long. Il faut couper, on répète beaucoup les mêmes choses, parce qu'à l'époque, il faut savoir que les gens qui allaient au théâtre, ils sortaient prendre une bière, et puis ils revenaient voir le spectacle. Il fallait qu'ils comprennent où on en était. D'où toutes ces apartés, Ciel mon mari, Ciel ma femme, Ciel... C'était uniquement pour les spectateurs indisciplinés de l'époque, en fait. Et donc, je pense qu'il faut l'adapter, mais c'est magnifique. Donc, Luc, autre salle, autre ambiance. Là, on est dans ton bureau. Oui, mon modeste bureau. C'est un petit théâtre, vous savez. Et c'est là que tout se passe? Oh, tout, non, j'y suis jamais. Moi, je suis un chef d'entreprise nomade. Moi, j'ai tout dans mon sac. J'ai un gros sac très lourd qui me démonte bien l'épaule. Et j'ai ma vie dedans. Donc, je travaille de partout. Alors, on va parler maintenant de la famille. J'ai eu trois petites questions autour de ça à te poser. On en parle un petit peu parlé tout à l'heure de ton papa. Est-ce que tu peux pour nous, à vrai, je trouvais intéressant aussi un petit peu de développer voilà, qui c'était et ce qu'il a fait, parce qu'il a sa fabrique au Havre, la fabrique Pierre Hamé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, mon père, donc Pierre Hamé, a beaucoup œuvré pour le social. Il était d'abord dans son métier, il était militant syndical. Il a même terminé, je pense qu'il s'occupait plus du syndicat que de travailler. Il était typographe correcteur, il corrigeait les journalistes. Donc moi à la maison, j'avais intérêt à être bon en français, ce qui était le cas d'ailleurs, ce qui m'a permis d'avoir le bac, parce que moi j'étais vraiment littéraire. Mais la grammaire, l'orthographe, il connaissait par cœur, puisqu'il corrigeait les journalistes du Havre Presse Havre Libre. Donc il travaillait de nuit. Mon père, je le voyais que l'après-midi, quand je rentrais de l'école, parce que quand je partais le matin, il dormait. Il était totalement décalé. Et puis il avait beaucoup de réunions. C'était un père assez absent, parce qu'il s'occupait de la terre entière, ce qui est très louable. Il a été président de la Caisse d'allocation familiale du Havre. Il était assesseur du juge pour enfants. Ça, je trouve que c'est super intéressant. Il était conseiller auprès du juge par rapport à des choses. Des fois, il nous racontait des faits graves de mineurs. Et puis, il était militant socialiste. Donc, il était ami avec beaucoup de communistes au Havre, mais il était socialiste, donc il n'était pas communiste. À l'époque, on se souvient, Le Havre a été la plus grande commune de France communiste pendant des années, avant que la droite ne prenne Le Havre. Mais c'était quelqu'un de modéré, c'était quelqu'un... je me souviens, moi, par exemple, pour les élections, gamin, j'allais mettre comment on appelle ça, des tracts dans les boîtes aux lettres autour de chez nous, avec le point et la rose. On a fait la campagne pour Mitterrand, on a été très heureux que Mitterrand soit élu. Mon père a rendu sa carte du Parti Socialiste en 88, parce que les dérives de Mitterrand à l'époque, ça ne lui plaisait pas du tout. C'était quelqu'un de très engagé, quelqu'un de très entier. Il a toute sa vie voulu rester ouvrier. Il y avait des fois des conflits à la maison, parce que
Je me souviens, moi, le groupe Persan lui avait proposé, parce qu'ils essayaient de s'en débarrasser, ils devaient être pas trop mauvais en négociateur. Donc ils essayaient un peu de s'en débarrasser. Alors moi, c'était en tant qu'enfant, c'est ce que j'entendais au cours des repas, les discussions d'adultes. Et il lui avait proposé, alors là, moi, ça m'est resté dans la tête, il lui avait proposé de devenir le directeur. Hersan venait de racheter France Antilles, donc dans les Dom-Tom, et il lui avait proposé de devenir directeur du journal Les France Antilles. Et évidemment, mon père a dit non, parce qu'il restait fidèle à ses convictions. Et moi, intérieurement, je disais, mais je rêvais d'aller sur une île. Moi, j'avais lu l'île au trésor de Stevenson. Je trouvais ça... je comprenais pas. Je comprenais pas. Et puis, je comprends parfaitement ce qui a été sa ligne de vie, toute sa vie, parce qu'il a toujours été fidèle à ce qu'il voulait faire. Et moi, j'ai pris un autre chemin, mais c'était quelqu'un d'extrêmement... il s'occupait des gens qui n'avaient rien. Il s'occupait... moi, les dimanches, les repas dominicaux, quand il n'y avait pas mes frères et sœurs, il y avait un curé ouvrier, il y avait oui, c'est ça, c'était un prêtre ouvrier. Il y avait un Ghanéen, un Congolais, un Algérien, une représentante éventuellement de la mairie, du social. Enfin voilà, ça c'était pas mon quotidien, mais c'était ma vie à l'époque. Il était, ce qui est marrant il était socialiste, il n'était pas communiste justement, mais il était très très chrétien. Mes parents faisaient de l'Action ouvrière chrétienne, de l'AOC. Donc j'ai vécu au milieu de tout ça, en écoutant, mais j'étais petit, hein, en écoutant ce que je pouvais écouter, comprendre ce que je pouvais comprendre. Et puis à côté de ça, moi j'avais des rêves de spectacle, des rêves de partir à Paris, de faire ce métier. Et ils ont été très compréhensifs, un peu dépassés, mais très compréhensif, et je pense que j'étais un petit garçon digne de confiance. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que, par exemple, je disais, ce soir je rentre à 7h, à 7h-5 j'étais là. Donc en fait, mes parents, à partir du moment où les choses étaient dites et étaient faites comme elles avaient été dites, ils n'allaient pas chercher plus loin. Donc, alors j'ai pas caché grand-chose, hein, mais en tout cas, j'étais libre de faire ce que je voulais, et moi j'avais déjà la conscience tout petit de ce que je voulais faire, puisque c'était vraiment une vocation. Et en tout cas, ils ne m'ont pas empêché de le faire. En plus, tu avais la bénédiction de Laurent Magdan. D'ailleurs, tu as eu l'occasion de le rencontrer depuis Oui, on a même tourné un film ensemble. Ah oui, génial. Mais qui n'est pas sorti au cinéma. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce film. J'avais le second rôle, il avait le premier rôle. Mais un hasard total, hein, c'est le réalisateur qui nous a réunis. Et on s'est retrouvés en rigolant, quoi, en disant... Il se souvenait de toi, de ce qu'il t'avait dit Bon, évidemment. Ouais. Évidemment. Mais ça a été marrant. C'était un tournage, c'était chiant parce que c'était loin, c'était en région parisienne. C'était un peu chichois, donc moi je rentrais dormir à la maison. Mes enfants étaient petits à l'époque, donc je repartais très tôt le matin. Il y avait 1h30, tu sais, à la région parisienne, tu fais 25 km en 1h30. Donc c'était un peu ardu, mais on a passé un bon moment. Bon, s'il y a quelqu'un qui sait ce qu'est devenu ce film... Ça s'appelait Le Pacte. Ah oui, d'accord. Allez, rassieds-toi. André, dites-lui de s'asseoir, s'il vous plaît. Laura, je connais votre père, je sais l'amour qu'il a pour vous, restez. Laura, vous faites quoi en ce moment? Pourquoi? Vous avez un rôle pour moi? Non, mais si vous êtes libre, je vous emmène en Afrique. Et du coup, quelques années plus tard, tu rencontres une comédienne sur Beverly Hills. Oui, alors je suis donc... on me confie donc, TF1 me confie la direction de plateau de cette nouvelle série révolutionnaire, puisqu'elle ne met en scène que des ados, des jeunes. Et j'ai 27 ans. Mais il faut dire que les directeurs artistiques à l'époque, ils avaient tous 60 ans, hein. Donc c'est assez révolutionnaire. Et puis j'avais le premier rôle, j'avais le rôle de Brandon. Brenda, c'était Anne Rondeleu, qui était ma sœur jumelle. Et puis il y avait une jolie petite blonde qui s'appelait Kelly, qui était doublée par Emmanuel.
et qui avait 20 ans à l'époque, elle a 7 ans de moins que moi. Et puis, je n'étais pas insensible à cette jeune personne très jolie et éminemment sympathique. Et j'ai toujours eu, moi j'ai très très peu confiance en moi. Donc je me disais, bon, je l'intéresse pas. Donc j'ai fait venir une copine du Havre, Jojo. Ma copine Jojo, qui était ma coiffeuse, qui était la coiffeuse de ma mère et qui m'a coiffé pour les spectacles et tout ça. C'était une femme extraordinaire. Et Josiane Tellier, elle s'appelait. Et donc je l'ai fait venir à Paris et puis on est parti ensemble au studio. Alors elle était super contente de passer la journée avec moi en studio, de découvrir l'envers du décor. Et puis je lui dis, bah, tu regarderas, tu me diras ce que tu en penses. Et puis au moment de quitter le studio, on remonte en voiture tous les deux. Elle me dit, mais t'es con quoi. Mais elle est folle de toi. Alors, je dis, ah bon, tu crois et tout. Donc j'ai invité Emmanuel à dîner ou déjeuner. Et puis bah, les choses se sont faites. Et puis ça fait 35 ans, je compte plus, hein. Je sais même plus, on est en 2026, allez, ça fait 36 ans. Et du coup, vous avez eu l'occasion, depuis Beverly Hills, à retravailler ensemble? Ah, mais on travaille ensemble tous les jours. Oui. Elle est l'administratrice du Théâtre Edgar, elle est artiste peintre. Elle va ouvrir sa galerie de peinture à Brouage en Charente-Maritime, qui est un haut lieu de l'art en Charente-Maritime. C'est une ancienne place fortifiée de Vauban, voulue par Richelieu. C'est là où est né Champlain, qui a découvert le Québec. C'est un endroit magnifique où il y a énormément d'artisanat, d'artistes. Et elle va avoir sa galerie à Brouage, qui va être inaugurée le 13 mars prochain. Donc j'y serai évidemment, non loin de mon fils, chez qui je vais manger des huîtres. Très bien. Alors la fièvre artistique, elle a été transmise? Ah, ça a été transmise, oui, elle a été transmise à tous mes enfants. Il y en a un qui n'en a pas voulu, et il est artiste des huîtres, c'est Siméon. Et puis Léonard, il est réalisateur, il a été acteur aussi, il a un peu touché à tout le métier, mais il fait des très très belles images. Et puis il joue très très bien au golf. Donc il hésite entre... il fait des très belles images de golf d'ailleurs, il fait des images de drone, il est très fort pour ça, il fait des super montages. Et puis, mais à côté de ça, il est tiraillé parce qu'il a un très très bon niveau en golf et qu'il a envie d'être coach de golf. Alors, il allie la vidéo et le golf, voilà. Et puis Rosalie, alors elle, c'est une pure et dure, c'est une comédienne. Et elle en est à sa 4e pièce. Elle a fait 2 cours de comédie, elle est jeune, hein, elle a 23 ans. Et c'est une jeune comédienne qui a déjà beaucoup travaillé, qui fait beaucoup de doublage, mais pas grâce à son père, parce que son père est rangé des voitures. Donc elle se débrouille très bien toute seule. Alors on va dire évidemment c'est son père. Franchement c'est une excellente comédienne. La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Voilà. Et du coup, elle est sur de la programmation du... Alors, c'est un hasard. Je l'ai distribué sur la photo de mon pote, qui est un énorme succès et que je prolonge pour la 2e fois, puisque je l'avais déjà prolongé cet été à la rentrée. Et là, on va jusqu'au mois de juin. Et plus si affinité. C'est un peu le miracle du Théâtre Edgar. On n'a que 132 places. Donc, et on a beaucoup d'habitués fidèles depuis 10 ans. Donc nos pièces peuvent durer comme ça 1 an, 1 an et demi. J'ai eu une pièce qui a duré 2 ans ici, qui maintenant depuis 6 ans au Café de la Gare, c'est Dîner de famille, qui a été créé ici, qui a été joué chez moi pendant 2 ans, et qui est parti dans un théâtre beaucoup plus grand, le Café de la Gare, et qui y joue toujours depuis 6 ans. Donc on essaie de fabriquer comme ça des spectacles qui durent, et c'est la meilleure des récompenses. On est le 2 janvier. Oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Bonne année. Bonne année, oui. On va se souhaiter. C'est quand même le plus important. Hein? Mais alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Théâtre d'Edgar pour 2026? Autant de monde qu'en 2025, on n'en a jamais eu autant. C'est notre meilleure année depuis 10 ans. Donc autant de monde qu'en 2025, autant de monde sympathique. On a la chance d'avoir un public formidable, qui nous met plein de belles choses, qui nous met des bons avis sur Google. Donc je suis très heureux parce que je les lis tous et je réponds à tout le monde. Alors on a de temps en temps les mauvais coucheurs, j'ai eu chaud, je suis mal assis, j'ai envie de leur dire allez dans les grands théâtres, vous allez voir. La plupart des grands théâtres n'ont même pas de clim, et alors que nous on en a une petite, on n'en a pas une grande mais on en a une petite. Et puis cet été je vais faire mieux, je revois toute la clim cet été,
On va, je pense, fermer au moins 15 jours, 3 semaines en juillet pour mettre cette clim, parce que nous, on est ouvert 7 jours sur 7. Avec plusieurs représentations par jour. Alors, 2 représentations dans la semaine, le samedi 4 et le dimanche 3. Donc, on a 5 spectacles en permanence qui tournent au Théâtre Edgar à raison de 4 représentations par semaine. Et la tarification des salles, Alors, allez sur Internet, allez faire On est en vente partout sur tous les sites. Il y a toujours une occasion, il y a toujours... on peut, chez moi, quand on a moins de 26 ans, on vient au théâtre pour 12 €, ce qui n'est même pas le prix d'une place de cinéma. Et quand on se débrouille bien, on vient au théâtre pour 17,50 €, ce qui est le prix d'une place de cinéma, et encore pas à Paris. Donc voilà, mais moi je suis un théâtre privé, si j'ai pas de public, je meurs. Donc il faut que je paie mes acteurs, il faut que je paie ma caissière, il faut que je paie mon régisseur. Donc tout ça, ça a un coût. Merci Luc. Mais merci à vous d'être venu jusqu'à moi. Et on reviendra. Mais avec plaisir. Merci.